votre métier, il y a beaucoup moins de visites de terrain, beaucoup moins d'échanges directs, des façons de travailler dans les rédactions pour le moins sympathiques. Et j'espère très vite que nous pourrons nous voir beaucoup plus souvent, et pourquoi pas autour d'un verre, plutôt qu'avec un masque. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que nous avons été élus dans un contexte de crise sanitaire malheureusement toujours présente, où il a fallu s'adapter, poursuivre les nombreuses aides qui ont été faites, tant au niveau social qu'économique, en créer des nouvelles, notamment par exemple en termes de soutien à l'aide psychologique. Et malheureusement, ce n'est pas fini. Nous allons continuer naturellement à innover pour protéger les plus vulnérables et travailler avec les acteurs économiques du territoire. C'est quand même 6 mois avec déjà pas mal d'actes posés et de politiques lancées. En termes de mobilité, à travers le plan de mandat du Citral, avec par exemple 25 km de tramway supplémentaires, qui permettront notamment de desservir 3 quartiers prioritaires de la ville, à Vaux-en-Velin, le Mas du Taureau, les Clochettes à Saint-Fond et le quartier de Saint-Jean à Villeurbanne. C'est la gratuité pour 130 000 habitants les plus précaires du réseau TCL de la métropole de Lyon. C'est la multiplication des aménagements cyclables avec l'urbanisme transitoire que porte Fabien Bagnon et la préparation du réseau express vélo en lien avec les territoires et les maires pour qu'ils puissent se faire le plus rapidement possible et que nous présenterons en cours d'année. C'est le début des piétonisations devant les écoles pour apaiser l'espace public. C'est une politique d'habitat ambitieuse avec des projets retouchés pour avoir plus de logements sociaux et plus de place pour l'Office foncier solidaire, sur lequel nous souhaitons notamment monter à 1 000 logements par an. Et puis, c'est la mise en place de l'encadrement des loyers que nous avons déjà voté. Sur les questions environnementales, les sujets sont nombreux. Nous avons acté le passage en régie publique de l'eau au Conseil précédent, voté déjà la création d'un réseau d'énergie tempéré à la Solé à Oulin, ou encore lancé des prairies fleuries pour permettre aux pollinisateurs de survivre sur notre territoire. Nous sommes présents également en lien avec les entreprises sur le terrain économique et nous voterons cet après-midi notre schéma d'achat responsable qui va permettre à la puissance publique que nous sommes, qui dépense 1,1 milliard d'euros par an, 600 millions en termes de marché public, 500 millions en termes de DSP, d'avoir des critères environnementaux, sociaux, d'insertion très forts pour transformer l'économie de notre territoire. C'est au prochain Conseil la mise en place du revenu de solidarité jeune, avec un budget de 10 millions d'euros, qui n'est pas un RSA jeune, puisque le gouvernement a refusé cette hypothèse, mais qui va nous permettre d'aider une partie des jeunes qui ont des trous dans leur parcours et qui, à un moment donné, pendant plusieurs mois, voire 1 an, se retrouvent en situation de très grande précarité. Nous allons et nous espérons que cette expérimentation sera une réussite et qu'elle sera partagée par l'ensemble des groupes politiques. C'est également le lancement de la zone à faible émission, dans sa version amplifiée, qui devrait être présentée au prochain Conseil et travaillée en concertation tout le long de l'année. Et aujourd'hui, nous venons de voter et notre budget 2021 et notre programmation pluriannuelle d'investissement avec le soutien de l'ensemble des groupes de la majorité. Ce choix, ça a été dit, mais je le redis à nouveau, de rapidité. Nous sommes, je crois, la première grande métropole du pays à voter notre budget et notre PPI. C'est un choix de relance économique du territoire parce que nous avons besoin que l'activité reprenne. Et dès 2021, c'est 650 millions d'euros d'investissement qui seront réalisés sur notre territoire,
sur les 3,6 milliards d'euros de la PPI. En début de mandat précédent, on était plutôt à 400 millions d'euros. Vous avez les chiffres dans le dossier presse. C'est un budget de crise assumé, avec une augmentation forte des dépenses sociales de 7%, liée notamment au nombre d'allocataires du RSA qui augmente, mais aussi à la revalorisation d'un certain nombre de prestations sociales dans la métropole. C'est une PPI ambitieuse. En termes de mobilité, en plus des enjeux du Citral, il y a par exemple 200 millions d'euros pour les modes actifs, pour que la marche à pied et le vélo prennent plus de place sur notre territoire. C'est en termes économiques la création de nouveaux pôles entrepreneuriaux, libres, on va en créer 2 de plus, ou encore de l'accompagnement de la transition écologique dans la vallée de la Chimie, entreprise que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques jours. En termes d'environnement, c'est aussi de grandes ambitions en matière de déchets pour accompagner notre politique de zéro déchet avec, par exemple, la création de points d'apport volontaires de biodéchets sur la métropole. C'est naturellement la poursuite et l'amplification des dispositifs d'isolation des bâtiments, dispositifs éco-rénov', et de la prime Airbois, qui est un enjeu majeur pour lutter contre la pollution aux particules fines et qui doit se déployer de façon beaucoup plus forte et rapide sur le territoire. C'est la création de nombreux réseaux de chaleur et toute la politique de la préservation de l'eau, notamment avec le contrôle de foncier autour du champ captant. Et la création de stations d'épuration, puisque oui, il faut aussi s'occuper des stations d'épuration. Et là aussi, nous avons du retard sur la métropole. Ça fait partie de notre PPI. Avec également la volonté d'augmenter la végétalisation. Le budget est en forte augmentation. C'est un des enjeux de la PPI, de même que notre politique agricole va être également beaucoup plus soutenue. En plus des rénovations des logements, c'est la rénovation des établissements sociaux de notre bâti métropolitain. C'est une politique de collège avec 247 millions d'euros de budget d'éducation, l'ouverture de 5 collèges dans le mandat et la préparation d'ouverture de collèges supplémentaires dans le mandat prochain, notamment avec les réserves foncières nécessaires. Nous travaillons à un schéma directeur des collèges qui va être abouti dans quelques jours, car à ma grande surprise, il n'y en avait pas au sein de la métropole, ce qui ne nous permettait pas d'avoir des prospectives de fréquentation des élèves dans chaque collège, ni de priorisation de travaux d'un collège à l'autre. C'est un manque qui vient d'être comblé et qui va nous permettre d'affiner nos investissements dans le domaine éducatif dans les semaines qui viennent. C'est pour la culture le lancement du projet de la Cité internationale du cirque sur notre territoire. C'est une politique d'habitat ambitieuse avec un objectif de 5 000 logements sociaux en fin de mandat par an, plus 1 000 logements en accession BRS. Et puis en urbanisme, c'est la poursuite de la rénovation urbaine, des projets, que ce soit à Pardieu, Confluence, Gratte-Ciel à Villeurbanne, la Solé à Oulin, ou encore les vallons des hôpitaux à Saint-Gilles-Laval. Je ne vais pas citer, il y en a naturellement des dizaines, avec une politique foncière ambitieuse, puisque notre budget foncier est en forte augmentation, pour pouvoir lutter contre l'augmentation des prix du foncier dans la métropole et maîtriser nos politiques urbaines. En résumé, ce budget, cette PPI, c'est une étape importante, déterminante, pour notre collectivité. Et je suis heureux que toute la majorité y trouve son compte et que ces mesures tournées vers les habitants puissent s'appliquer au plus vite dans les semaines qui viennent. Nous allons prendre toutes les questions que vous souhaitez poser. On peut y aller ? Vous venez de dire que vous êtes heureux que toute la majorité y trouve son compte. La précédente PPI avait été votée à l'unanimité, moins 2 voix. Est-ce que ce n'est pas quand même
recul par rapport à une sorte de consensus qu'on peut trouver autour de ce genre de texte? Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour les groupes d'opposition. Voilà. Ce qui est important, c'est naturellement que ce soit voté. Et moi j'ai eu l'occasion de le dire, travailler avec les maires. Parce que la PPI précédente qui avait été votée en 2015, 17 mois après l'élection, c'était une liste de projets de 1175 projets, dont plusieurs centaines n'ont pas été réalisés. Donc c'était facile à faire consensus, puisqu'en gros, tout ce qui remontait des communes, on le mettait dans la PPI, et puis après, toute une partie n'était pas faite, sans aucune surprise d'ailleurs, puisque des fois elle était même inscrite dans plusieurs PPI successives. Donc nous sommes sur une PPI probablement plus politique, c'est le suffrage direct, mais aussi plus honnête avec les communes. Moi, je veux créer un lien de confiance avec chaque maire du territoire. Justement, Oui. pardon, sur Allez-y. les projets, l'opposition vous a beaucoup reproché cette absence de projet et donc du coup de visibilité. Comment vous entendez procéder? Est-ce que c'est une liste que vous allez établir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ou est-ce que vous allez vraiment travailler au jour le jour, entre guillemets, année par année? Non, la liste existe déjà, elle est aujourd'hui au-dessus des budgets, pour être tout à fait clair. Il faut prioriser avec les communes pour savoir pour chaque commune quel est son projet prioritaire, qu'il soit naturellement compatible avec les politiques que nous menons et nos objectifs politiques. Et donc, ça va se concrétiser dans les mois qui viennent, commune par commune, en toute transparence. Et quand nous savons faire, et nous pouvons faire avec une commune, un projet sur son territoire, elle le sera. Et quand nous ne pouvons pas le faire dans le mandat, en tout cas dans les 3-4 premières années du mandat, avant éventuellement une clause de revoyure plus ambitieuse si nos finances le permettent, elle aura toute la formation. Oui, Richard. Là, oui, Monsieur le Président, je prolonge un peu la question de ma consoeur. L'opposition vous reproche quand même un grand flou dans cette PPI. Vous avez listé des projets concrets, quelques-uns que vous avez cités, mais quand on compare à la précédente, il y avait effectivement une liste de projets complète, très concrète. Est-ce que vous entendez ces critiques ou est-ce qu'il faut, nous, qu'on comprenne que ça va se concrétiser dans l'avenir? Mais vous voyez, la méthode n'est pas la même. Donc, est-ce qu'elle est trop floue ou pas? Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Non, mais je vous confirme que la méthode n'est pas du tout la même. Nous sommes passés d'une addition de politique communale d'investissement à une vision métropolitaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, nous ne sommes pas du tout sur les mêmes rythmes et nous voulons le respect et la transparence avec la commune. C'est-à-dire afficher ce que nous allons réellement faire. Et comme je l'ai dit, ça nécessite encore un temps de travail avec les 59 maires pour y arriver. Donc oui, la méthode est différente. Moi, pour discuter beaucoup avec les maires, parce que ce matin, beaucoup d'élus ont parlé au nom des maires, mais n'étaient pas maires eux-mêmes. Et moi, pour rencontrer les maires un par un, ils étaient d'abord pas très satisfaits du fonctionnement précédent de la métropole, y compris l'histoire des 3 tiers, où vous faisait croire qu'il y avait 1 tiers de projets métropolitains, 1 tiers pour le standard de l'agglomération, 1 tiers pour les autres communes. Le 3e tiers n'a jamais existé. Donc je vous invite à discuter avec les maires de notre territoire pour voir que dans cette méthode expérimentale, certes innovante, notamment avec les enveloppes territoriales, nous lançons une autre façon de travailler sur la métropole. Si vous avez des questions un peu plus sectorielles ou par politique, n'hésitez pas. Oui ? Oui, est prévu au budget la création de 117 nouveaux postes, d'après ce que j'ai lu. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu à quoi seront affectés ces nouveaux postes? Madame Khélifi, vice-présidente aux ressources humaines. Oui, en effet, cette délibération qui va être présentée tout à l'heure revêt un caractère exceptionnel puisqu'elle va entraîner la création de 117 postes avec 102 postes qui permettront la réalisation du plan de mandat qui vous a été présenté ce matin. Ces créations de postes permettront par exemple de préserver et mieux utiliser nos ressources avec la création d'un poste de directeur de l'eau potable, des chefs de projet agriculture et alimentation, des postes pour la végétalisation de la ville, des collèges, ou même un chef de projet sur la ZFE. Ils permettront également de construire le vivre ensemble avec un chef de projet économie sociale et solidaire, un emploi pour la lutte contre les inégalités femmes-hommes,
Cela permettra également de faciliter les mobilités avec un ingénieur étude pour accompagner les projets du Citral ou un chef de projet route express vélo. Et puis, ils permettront aussi d'associer les habitants à la transformation de leur territoire avec un chef de projet de territoire, un chef de projet participation citoyenne, où ils permettront également de répondre, de lutter contre les précarités avec une quarantaine de postes, notamment d'éducateurs de rue, d'accompagnement aux mineurs non accompagnés, de renforcement des emplois dans les maisons de la métropole, au regard de l'évolution de l'activité que nous avons pu constater l'année dernière. Nous aurons également des postes pour mettre en place les brigades logement afin d'accompagner la mise en place de l'encadrement des loyers. Et puis plusieurs postes destinés à la lutte contre la fracture numérique. Voilà pour le détail des 117 postes. Excusez-moi, un point de Merci. détail. Les brigades logement, qu'est-ce que c'est? Pour l'accompagnement de la mise en place de l'encadrement des loyers. Et également la lutte contre les locaux vacants, l'habitat indigne, très rapidement. D'autres questions? Jadalouchi, ITW, bonjour. Je voulais revenir sur le revenu de solidarité jeune. Je me demandais quels étaient exactement les critères d'attribution de cette aide, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge. Est-ce que ça concerne aussi les étudiants qui n'ont pas de revenus ou les étudiants non boursiers? Merci. Alors, Madame la vice-présidente, Madame Haché ou Madame Emma? Madame Haché, allez. Oui, bonjour. Peut-être que je peux commencer et puis Madame Emma pourra compléter sur les critères que vous avez dit. Alors, le revenu de solidarité jeune, en termes d'âge, ça sera les 18-25 ans. L'idée, c'est bien de combler là où jusque-là, les dispositifs d'aide sociale n'existent pas pour les jeunes. Donc, ce seront nécessairement des majeurs. Et donc, il y a une concertation qui a eu lieu et qui est en cours, mais ça ne pourra pas inclure les étudiants, les étudiants de manière générale, qu'ils soient boursiers ou non. L'idée là, c'était vraiment de combler des trous dans la raquette qui pourraient exister auprès de jeunes qui n'auraient pas pour l'instant d'aide sociale, qui ne seraient pas en formation, qui ne seraient pas en emploi, etc. Merci, ça sera présenté au prochain conseil totalement affiné à ce moment-là. Oui, allez-y. Vous avez peu parlé des recettes. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Comme il y a des recettes fiscales qui vont diminuer, vous annoncez beaucoup d'investissements. Comment va se faire un peu la balance? Monsieur le vice-président Artini. Sur les recettes fiscales, c'est ça, madame? Ou l'ensemble des recettes? Bon, les recettes fiscales, déjà, je vais commencer. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt prudent concernant les recettes dites DMTO et CVAE et CFE, puisqu'elles sont intimement liées à la situation sanitaire, comme vous le savez. Alors après, c'est vrai qu'on navigue un peu dans le flou, parce qu'on anticipait une baisse de la DMTO. On s'aperçoit que par rapport au compte administratif 2019, on a une augmentation. Donc, ça veut dire que le nombre de transactions a bien diminué, mais par contre, la valeur des biens a augmenté, ce qui fait qu'on a une DMTO qui est plutôt favorable. Sur la CVAE, effectivement, là aussi, on a une augmentation par rapport au CA 2019, mais ça renvoie aussi à des situations économiques des années 2018-2019. Donc, on anticipe aussi une baisse, on est plutôt prudent. Et c'est aussi, des éléments partagés avec d'autres départements de France et au niveau national. Donc, on est plutôt, effectivement, on a anticipé, je dirais, une baisse au niveau de la CVAE. On aura probablement la même chose au niveau des CFE. Donc, aujourd'hui, effectivement, bien malin est celui ou celle qui est capable de nous dire ce qu'il en sera en 2021. Nous allons dans peu de temps avoir des nouvelles concernant un troisième confinement, donc quel impact ça va avoir sur le plan économique, sur le fonctionnement des entreprises et sur le marché de l'immobilier. Ça, pour l'instant, je peux pas vous en dire grand-chose. Concernant maintenant la TVA, puisqu'on a une baisse effectivement significative des taxes foncières et habitation, ça vous le connaissez, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est un projet de loi de rénovation fiscale, enfin de révolution fiscale, on va dire ça comme ça, et qui fait que tout ça c'est compensé par une partie de la TVA. Alors, la partie de la TVA, l'État s'était engagé à maintenir à peu près le même niveau en termes de recettes pour l'année 2021. Bon, maintenant, aujourd'hui, on n'a aucune information concernant 2022-2023. Vous savez aussi bien que nous que l'État aujourd'hui est très endetté suite à cette crise sanitaire et que nous espérons qu'effectivement l'État tiendra ses engagements en matière de redistribution de la TVA pour avoir un niveau équivalent à ce que nous avions auparavant au niveau de la taxe foncière et la taxe d'habitation, mais nous n'avons aucune garantie.
Voilà, ça, c'est des choses importantes. Et puis enfin, il y a quand même différents plans de relance qui sont aujourd'hui engagés. Donc vous les connaissez. Il y a celui de l'État, celui au niveau européen. Il y a 3 milliards qui viennent d'être engagés pour la région. Le gouvernement, enfin le président de la République plus exactement, a annoncé 13 milliards pour la rénovation écologique de l'économie. Bon, bien entendu, nous sommes attentifs aux modalités. Pour l'instant, nous n'avons que des annonces, pour faire simple. Nous sommes attentifs aux différentes modalités qui vont être mises en place de façon à pouvoir effectivement en tirer profit. Et puis après, je dirais que nous avons surtout aussi cherché à diversifier nos emprunts. Ne pas avoir, excusez-moi l'expression, les œufs dans le même panier, et passer aussi par le marché obligataire. Donc sur le marché obligataire, nous allons très probablement commencer à travailler sur des obligations dites vertes, c'est-à-dire effectivement des obligations qui seront fléchées vers des opérations directement liées à la transition écologique et à la justice sociale. Mais en fait, pour faire simple, l'ensemble de notre budget et l'ensemble de notre PPI a vocation à conduire la métropole sur la transition écologique. Mais en tout cas, nous aurons aussi quelques éléments de cette nature-là à mettre en évidence. Et pour rien vous cacher, nous réfléchissons aussi sur du financement participatif. Mais les volumes sont quand même sur des petits projets. Les volumes ne permettront pas, en tout cas, de financer l'ensemble de la PPI. Mais en tout cas, sur certains petits projets, on peut envisager du financement participatif. Mais c'est une mécanique un petit peu complexe. Merci. Ben là, il faut que j'en discute avec mes collègues VP, mais ça peut être des maîtres de rêve, ça peut être des petits projets agricoles, enfin, c'est des petits projets, hein, c'est pas des gros projets. Donc, c'est quelques centaines de millions d'euros à chaque fois. Merci. Éventuellement, au total, quelques millions. Allez-y. Bonjour, Maxime Pechkichan pour Lyon Bondy Blog. Vous parlez de tendre vers les 5000 logements sociaux produits chaque année. Est-ce que c'est réévalué à la baisse la promesse initiale qui était de construire 6000 logements sociaux puisque j'ai l'impression que ça implique aussi l'acquisition de logements existants. Monsieur le vice-président Père. Merci. Non, ce n'est pas du tout réévalué à la baisse. Effectivement, la production de logements sociaux de manière globale est toujours de plus 50%, donc bien atteindre les 6 000. Ça passe par 5 000 logements locatifs sociaux. Alors c'est évidemment une action foncière très volontariste, et notamment sur les toutes premières années du mandat, parce qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que c'est ainsi qu'on arrivera à produire en fin de mandat le chiffre qui est annoncé, mais c'est aussi ne pas oublier qu'un logement produit, c'est 1,8 emplois dans le secteur du BTP. Donc n'oublions pas quand même que le logement social est un levier de la relance économique. Et puis, à côté de ces 5000 logements locatifs sociaux, c'est 1000 logements en bail réel solidaire, c'est-à-dire cette dissociation entre la propriété du foncier et celle du bâti, qui permet quasiment de diviser par 3 le prix d'accès à la propriété. Et ça, c'est ce que nous développons avec l'organisme de foncier solidaire, qui est doté dans la PPI de près de 40 millions. Merci. Oui, alors il y a des questions. Moi, je n'arrive pas à lire, par contre, la question ou la prise de parole. Donnez la parole, si nécessaire. Vous pouvez poser votre question. Ouais. Je ne sais pas si vous nous entendez ou pas en visio. J'espère que oui. Nous, on ne les entend pas, par contre. Alors sinon, il y avait d'autres questions. Donc, pourriez-vous nous donner quelques réalisations concrètes en matière d'urbanisme, s'il vous plaît? Madame la vice-présidente Vessillier. Oui, alors en matière d'urbanisme, ça fait partie des dossiers, des thématiques sur lesquelles il y a des projets contractualisés que nous honorerons. Que ce soit des actes qui ont été concédés, qui ont été délibérés au mandat précédent, ou que ce soit des opérations dans les quartiers en politique de la ville, où on a des conventions avec l'ANRU. Mais on va réorienter certaines programmations. La ZAC de la Solea ou la ZAC Vallon des Hôpitaux, la ZAC Grand Clément à Villeurbanne
on augmentera la part de logements abordables, justement, par rapport à la thématique du logement, où on passera de 40 à 50 ou 60% de logements abordables en intégrant des opérations d'habitat coopératif, par exemple. On fera plus de locaux d'activité économique productive et moins de bureaux dans un certain nombre de projets. Ces actes-là aussi. À la Pardieu, plus de logements, moins de bureaux. Des réorientations aussi en matière d'espace public pour avoir des espaces publics partout végétalisés, partagés, apaisés, que ce soit là aussi dans ces opérations d'aménagement comme à la Pardieu ou dans les opérations d'aménagement en politique de la ville, avec le réaménagement du boulevard Iffarge entre Saint-Fond et Vénissieux, avec un parc 2 fois plus grand à Oulin que ce qui était prévu dans la ZAC de la Saulais, et avec plus de végétation dans un certain nombre de rues dans le quartier Pardieu. Donc ça, c'est les opérations publiques et ça en fait un certain nombre de ZAC et d'opérations en rue. Et puis nous aurons aussi dans les opérations en diffuse cette volonté de faire plus de logements abordables et dans l'aménagement des espaces publics, très volontariste, que ce soit dans le centre de la métropole, la Presqu'île, Gerland, mais aussi dans les communes périphériques. Ce sera bien dans tous les territoires que nous aurons cette attention à un espace public végétalisé, partagé, apaisé. Merci. Oui, allez-y. Trois petites choses. Monsieur Cochet s'est plaint que les maires de son groupe n'avaient pas été ou pas tous consultés. Est-ce que vous pourriez nous dire combien des 59 maires ont été consultés dans la préparation de la PPI? Et par ailleurs, je voulais avoir quelques détails sur le schéma d'achat responsable que vous allez voter cet après-midi. Sauf erreur de ma part, je n'en ai pas trouvé les infos dans le dossier de presse. Et à moins que j'ai mal entendu, vous avez cité une cité du cirque. Alors, projet dont je dois dire que je ne connais pas bien non plus. Très bien. Donc, je commence par vous répondre sur la première question. Tous les maires qui ont demandé à me rencontrer m'ont rencontré. Et j'ai également demandé aux maires qui ne me l'avaient pas demandé de les rencontrer. Je ne suis pas capable de vous donner le nombre exact, mais on doit être au moins à 2/3 des maires rencontrés, si ce n'est pas plus. Sur les deux autres points, je donne d'abord la parole au vice-président de la Culture, M. Nancy Mandel, pour le cirque. Si vous me permettez, Monsieur le Président, juste avant, puisque pendant le Conseil, il a été fait état du manque d'ambition sur ce budget, je voudrais juste rappeler qu'il est à plus 12% et que l'engagement que vous aviez pris et que nous avions pris était celui de la sanctuarisation du budget de la culture. Donc on peut au moins considérer dans un premier temps que l'engagement est tenu. Sur la Cité internationale du cirque, en fait, c'est la rencontre entre deux projets qui fonctionnent déjà sur la métropole, l'école de cirque dans Lyon 5e à Ménivol et le festival de cirque par Mathurin Bols qui s'appelle Utopiste et qui souhaite se doter d'un lieu dédié aux arts circassiens. C'est à la fois une activité qui est assez peu couverte sur le territoire, mais d'une manière plus générale sur cette partie-là de notre pays, sur le grand quart sud-est, puisque ce sont des établissements qui aujourd'hui sont présents sur le reste de la France. Et c'est une caractéristique, en fait, la Cité internationale du cirque, c'est une reconnaissance à la fois des arts qui sont présents et puis de l'ambition en matière d'accès des pratiquants de cet art circassien pour pouvoir à la fois répéter, s'entraîner. Aujourd'hui, l'école de Ménival, par exemple, n'est pas dotée de bâtiments avec suffisamment de hauteur pour pouvoir prétendre à évoluer vers ce label-là. Donc voilà l'idée de ce projet qui est né d'abord de la part de ces acteurs et sur lesquels la métropole, effectivement, s'engage sur un soutien dès ce mandat-là. Merci. Madame la vice-présidente Beaume, pour le schéma d'achat responsable. Oui. Alors tout à l'heure sera proposé au vote des conseillères et conseillers les principes politiques du schéma des achats responsables. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y aura une programmation des achats responsables qui sera proposée au vote cet automne. Le projet de délibération doit être public, donc on peut vous le transmettre, sinon vous l'aurez tout à l'heure. Et pour faire simple, il est rappelé dans cette délibération que c'est le premier pied de la politique publique de développement économique, puisque nous considérons collectivement, la majorité et l'exécutif aux côtés de Bruno Bernard, que la commande publique, ça a été dit plusieurs fois ce matin, c'est ce qui permet aussi de faire travailler les acteurs socio-économiques du territoire, mais de transformer ensemble le territoire. Quand
on aménage de l'espace public, mais qu'on l'aménage de façon qualitative avec des hommes et des femmes qui sont dans des parcours d'insertion, eh ben on a une triple victoire, j'allais dire ça comme ça. Voilà, donc la délibération de tout à l'heure, en fait, c'est pour donner la possibilité au président et à moi-même de travailler avec les organisations socio-économiques du territoire sur 3 chantiers prioritaires qui correspondent aux principaux achats de notre métropole, donc la question du bâtiment, la question des travaux publics et la question de l'alimentaire. Voilà, pour pouvoir définir ensemble, on va dire ça comme ça, des clauses qui concernent la transformation écologique, donc la question de l'impact social, et des clauses qui concernent la justice sociale, donc la question de l'insertion, la question de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité salariale, mais aussi des modes de gouvernance au sein des entreprises, pour qu'on arrive à définir ensemble ce programme d'achat, licence sur tout le mandat. Le principe étant la transition, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer des choses qui ne sont pas possibles avec les acteurs du territoire, on va se donner ensemble de l'ambition et de la coopération pour arriver à nos fins d'ici 2026. Merci. On va prendre les dernières questions. S'il y en a. Monsieur Chitli, oui. Oui, une dernière question, Monsieur le Président, qui concerne à la fois le logement et puis la critique qu'on vous fait sur votre politique économique, où on dit que finalement toutes vos actions, toute la PPI que vous votez pourrait dissuader des investisseurs, et que vous n'en faites pas assez pour accompagner la création d'entreprises qui seraient source de recettes futures. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ces points-là? Madame Baume. Déjà, il y a une tendance qui est dans les chiffres, c'est que la création d'entreprises se porte bien. Les hommes et les femmes qui ont du talent et de l'envie d'agir sur notre territoire créent leurs entreprises. Ils attendent ni la métropole ni les communes pour le faire. C'est une liberté que chacune exerce. Là où les hommes et les femmes du territoire vont trouver la métropole, c'est sur notre ambition en termes de transformation des process de production, mais aussi des process des principaux achats que nous portons. C'est bien pour ça que j'ai pris soin de dire que notre premier engagement pour les entrepreneurs, c'est le schéma des achats responsables. La deuxième chose, il nous est dit, oui, c'est la question en fait, de l'endogène et de l'exogène. Notre parti pris, c'est de permettre aux hommes et aux femmes qui ont envie d'agir ici. C'est effectivement pas d'attirer des entreprises de piquer en gros des emplois et des talents aux autres territoires. Voilà, ça c'est à peu près fondé parce que nous partons du principe que nous avons les talents ici et que nous devons les aider à croître, et c'est pour ça par exemple que nous avons l'objet pôle entrepreneurial dans la feuille de route économique, qui sont, pour faire simple, des pépinières d'entreprises qui prennent en compte la croissance et la capacité de paiement de loyer, mais aussi un accompagnement pour les hommes et les femmes qui entreprennent. C'est aussi pour ça qu'on retrouve des questions d'investissement à la transition écologique des entreprises. Pour faire simple, c'est de la réhabilitation thermique, acoustique, etc., de lieux entrepreneuriaux, que ce soit un artisan ou un commerçant. Voilà, mais je laisse peut-être... Merci, Monsieur Père. Continuer, ouais, voilà. Oui, quand vous évoquez le logement, moi j'ai un peu du mal à comprendre cette remarque. Tout notre objectif est effectivement de desserrer la pression qui est tellement forte dans notre métropole et sur une grande partie de notre territoire. Et je crois que cela sert toutes et tous, et notamment tous les salariés des entreprises qui ne peuvent que se plaindre de ne plus pouvoir se loger dans la métropole. Donc déjà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du secteur, et notamment sur le développement de l'organisme de foncier solidaire, la foncière solidaire du Grand Lyon, pour prendre son nouveau nom. Nous travaillons notamment avec l'AFPI, les promoteurs immobiliers. Et puis, c'est oublier tout ce qu'on fait par ailleurs. Dans ce mandat-là, le programme Éco-Rénov voit son budget doubler. C'est autant d'éléments qui permettront de travailler avec l'ensemble des acteurs du secteur. Merci. Monsieur Dubois. Moi, j'avais juste une question, c'était pour la cellule d'encadrement des loyers. Le nombre de personnes que vous embauchez dans un premier temps, elle est de combien? Monsieur Père ou Madame Kilifi? Écoutez, c'est progressif et on va vous répondre.
Ça va monter en charge. On va commencer par avoir du personnel pour travailler sur les logements décents et vides, et dans un deuxième temps, l'encadrement des loyers, sachant que pour l'instant, on n'a pas encore le retour du gouvernement pour son application. Donc on va monter progressivement selon un calendrier que nous ne maîtrisons pas totalement, mais cette brigade sera en place au deuxième semestre 2021. Et allez, on finit par une question là-bas. Oui, une autre critique formulée par l'opposition concerne l'emprunt et le recours à l'emprunt et l'endettement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments justement sur le budget 2021 quelle est la part de l'endettement et son évolution, et de même s'il faut anticiper, notamment au vu du PPI, un emprunt supérieur pour les années à venir, s'il vous plaît. Monsieur Luis Primartini. L'endettement aujourd'hui est de l'ordre de 2 milliards. Il était de 1,7 milliard au précédent mandat, donc je pense que vous faites la différence. Cette volonté effectivement d'emprunter sur les marchés financiers tient au fait qu'aujourd'hui nous avons une situation, comme on l'a indiqué déjà à plusieurs reprises, qui s'est dégradée en termes de capacité d'autofinancement. Donc pour pouvoir effectivement conduire cette PPI, on est obligé de passer à l'emprunt. La durée de l'emprunt au total est de 12 ans, mais notre capacité de désendettement, qui est aujourd'hui à 6 ans, tout budget confondu, et pour le budget principal, à 6 ans et 8 mois. Je rappelle que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il était de 6 ans et 6 mois. Et il s'était dégradé de manière brutale suite à la première vague du Covid. Donc on était à 3 ans et 3 mois en fin d'année 2019, et 6 mois plus tard, on était à 6 ans et 6 mois. Donc l'objectif a été effectivement de pouvoir maîtriser à la fois nos dépenses et augmenter nos recettes de façon à maintenir et maîtriser, je dirais, la dégradation actuelle, et de pouvoir aussi continuer à avancer sur un certain nombre de situations difficiles, à la fois sur le plan social, le maintien de l'économie, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, et aussi de lutter contre les causes qui nous ont amenés à cette crise sanitaire. Il ne faut quand même pas non plus oublier que cette crise sanitaire est aussi une crise de l'écologie. Donc on a aussi cette volonté de ne pas baisser les bras par rapport à ça et de rester optimiste. Donc aujourd'hui, on est sur un endettement, tout budget compris, à 6 ans, ce qui est quand même très confortable par rapport à des situations qu'on peut connaître par ailleurs, ou d'autres collectivités peuvent aller par ailleurs. Après, je dirais, c'est un peu la réponse de Madame sur la fiscalité des recettes. Nous espérons, d'une part, que la situation sanitaire s'améliore, ou en tout cas sa gestion au travers des vaccins permette une reprise économique satisfaisante, et aussi de limiter les impacts sociaux, ce qui nous ferait effectivement augmenter nos recettes et diminuer nos dépenses. Mais ça, pour l'instant, si vous avez la recette, moi je veux bien que vous la communiquiez, en tout cas au gouvernement au moins, parce que pour l'instant, nous, on ne l'a pas. Donc on va continuer à travailler, en tout cas, sur nos dépenses. On a la volonté de faire un budget base zéro. Je l'ai répété tout à l'heure en conseil, parce qu'on a parlé d'un projet marge de manœuvre qui avait été réalisé dans le mandat précédent, mais qui consistait à baisser de manière drastique le budget de fonctionnement, et notamment de baisser la masse salariale, ce qui a conduit d'ailleurs à pas mal de problèmes, mais ce n'est pas le propos. Nous, notre budget base zéro, c'est de dire si on investit ou si on dépense 1 euro dans la métropole, c'est à quoi ça va servir. Est-ce que ça va servir à la transition écologique? Est-ce que ça va servir à la justice sociale? Dans ces cas-là, on continue. Si on ne continue pas, il faudra se reposer la question soit de son maintien, soit de sa transformation. Donc ensuite, effectivement, en fonction de la situation économique nationale, nous, on va voir comment effectivement comment ça peut se dégrader ou pas, ça peut s'améliorer. Et en fonction de ça, effectivement, d'ici 2 ans, c'est l'échéance qu'on s'est donnée, donc la fameuse clause de revoyure, nous permettra soit de poursuivre, en tout cas, nos investissements, soit de les faire évoluer en fonction de la situation sociale. Mais là, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment la situation sociale va évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, on se donne comme objectif d'être entre 8 ans et 10 ans, ce qui est quand même assez raisonnable par rapport à la situation. Merci. Je vous propose d'en arrêter là, parce qu'on a un conseil qui va reprendre. Je vous remercie, et on reste naturellement à votre disposition, les vice-présidents notamment, pour répondre de façon plus précise sur chaque politique. Très bonne journée.